Bon, donc, un gros truc avec Oracle, c'est qu'ils ont le 23i, ils ont refusé de faire ça on-prem. Et donc, la dernière version, qui était censée de sortir en 2023, ils ont fait que sur le cloud Oracle. Donc, ils avaient, maintenant, ils ont changé le nom, c'est 26AI. Et ils ont committé que ça sera disponible sur les plateformes on-prem. D'accord. Mais donc, les vendeurs Oracle, comment dire, ils disaient, il n'y a pas de roadmap. Donc, ils ont encouragé fortement leurs clients de quitter l'on-prem et d'aller dans le cloud. Donc, on a eu des clients qui viennent nous voir, ils disent ouais, c'est vrai que Oracle, ils vont plus supporter le Power. Et on dit non, c'est pas vrai. On a un commitment avec Oracle que les versions ils seront livrées sur Power. Donc, il y aura des long-term release et ça, il y aura toujours normalement sur Power, mais il y aura des autres releases où il y a des fonctionnalités spécifiques qui ne seront pas sur Power. Donc, par exemple, on avait le 20 et le 21, deux versions mais nous, on avait le 19 et ça, c'était le long-term release. Et eux, ils étaient que sur une courte durée avec des fonctionnalités particulières qui étaient introduites. Mais en fait, il n'y avait pas d'intérêt de passer sur ces versions-là. Donc, on a ce truc. On est en train de négocier avec Oracle sur sur la suite. Donc, la 23i, alors, finalement, on ne va pas l'avoir, quoi. Enfin, on va... Mais 23i, c'est la 26, en fait. Ça a été rebandé. Okay. Donc, en fait, c'est style, je ne me rappelle plus exactement le numéro de version, mais c'est style 23,15, ça devient automatiquement 26. 26. Okay, ouais, ça a rebandé. Donc, effectivement, ça fait 39 ans qu'on bosse ensemble, on a 80 000 clients. Oracle, ils ont presque 25% de leur chiffre d'affaires qui se fait sur Power pour les licences de base de données. Donc, ils ont beaucoup de gens qui sont sur Windows, mais ça diminue parce qu'il y a tout intérêt pour eux de passer dans le cloud. Parce qu'ils ont des petites infras, ils n'ont pas forcément des data. Pour eux, c'est super intéressant. Et nous, on a beaucoup de gros clients, toujours, qui sont sur Power. 80 000. Donc, ça continue. Avec nous, ces accords sont en place et ils ont, à chaque fois qu'on a une nouvelle fonctionnalité, on a des gens qui bossent avec eux. Donc, on a des IBMers qui travaillent chez Oracle sous NDA. Ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils font, mais ils font le support du développement pour le Power et pour le Z. Donc, on a ces équipes-là et on a une équipe qui gère leurs relations, qui est aux États-Unis. Je suis en contact régulier avec eux. Et si on a un problème, en fait, on peut le flaguer chez eux et dire, voilà, là, il y a un SR ouvert pour un problème pour un client et c'est super important pour le client. Donc, on peut mettre un peu de pression pour que ça soit résolu. Parce que sinon, on passe par l'interface de support d'Oracle et on n'a personne. D'escalader, c'est super difficile. Et justement, en termes de fonctionnalité, est-ce que dans les prévisions, ouais. Parce qu'il y a une fonctionnalité que je trouve extrêmement intéressante sur Power, c'est la partie Power Private Cloud. Oui. Le fait de consommer oui. à volonté. Mais il y a un problème du coup de licence Oracle. Je vais en parler. Ouais, donc effectivement, on a l'équipe. Ils ont testé le 23i. Ils ont eu ça. Ils ont testé. Ils ont un programme de certification. Il faut qu'ils regardent plein de choses. Ils ont un checklist d'Oracle.
Et tout est fait. Ils ont retourné ça chez Oracle. Et Oracle, c'est une décision de sales, quoi. C'est une décision marketing. C'est pas une décision technique de ne pas le sortir sur Power. Donc, voilà, donc c'est déjà testé, c'est déjà là. Voilà, il y en a un investissement de la part d'IBM pour continuer à maintenir cette relation et continuer. Et Linux, toujours pas. Linux, ça va pas se faire. Parce que il y avait une discussion entre, c'était quoi? C'était d'avoir, c'était il y a longtemps, c'était Oracle sur Linux on Power. Ils avaient porté sur Linux on Power quand personne s'intéressait, il y a 15 ans. Et ils avaient parlé de refaire ça. Et Oracle, ils ont dit, ouais, mais nous, on aimerait que vous certifiez, je ne sais pas si c'était Oracle Linux sur Power, un truc comme ça. Ils n'étaient pas d'accord, donc on est resté là. C'était un peu le, comment dire, oui, parce que une situation un peu politique, mais ils continuent à certifier plein de choses, donc ça peut bien. Donc ça, j'ai vu l'évolution de ce slide depuis que je suis arrivé chez IBM. Chaque année, on en sort le même. Mais maintenant, c'est 14 ans que... Mais en fait, bon, il y a toujours Linux One. Des fois, on l'enlève parce que ça fait que le power est le meilleur. Mais là, on parle en millisecondes de downtime non planifié. C'est vraiment très, très peu. Hein? Et ça, c'était Power 10. Et donc, Power 11, c'est normalement, la résilience devrait s'améliorer. Donc, à chaque fois, là, le downtown, c'est pas lié à une infra Oracle plus le hardware, c'est la plateforme. Ça, c'est l'hardware. Ça, c'est le plateforme en général. Oui, oui. Donc, effectivement, je sais que quand j'ai commencé, en fait, on a reçu un client il y a quelques années et on était à 10 minutes d'arrêt en moyen par an. Un truc comme ça. Et c'était pas ça. Il y a 10 ans, c'était peut-être pas le même truc. Je me rappelle que c'était moyen. Ah non, mais c'est pas le même slide. Mais on avait plus. Ça s'améliore. Je crois que c'était sur Power 8. Et on était beaucoup plus important. Là, c'était pas dans les millisecondes, c'est clair. Hein. Ça, c'est vachement amélioré. Donc, effectivement, IBM, ils ont beaucoup travaillé sur la sécurité depuis le Power 10. Donc, dans toutes les parties, donc là-haut, il y a le Power SC. Moi, j'adore. Je trouve que c'est super bien le Power SC pour gérer les systèmes. Je pense que ça. Je connais un peu, mais dans le détail de ce que ça apporte. Mais l'idée, moi je me rappelle, moi j'avais bossé chez CMA CGM. Et quand la dame de la sécurité arrivait, se cachait. Parce qu'elle allait nous demander d'appliquer des patchs, de montrer qu'on avait fait des choses. C'était chiant. Mais là, on installe l'agent sur toute la machine. Et là, il y a une vision tout de suite sur toutes les préconisations comment dire. Donc, ils ont des templates. Donc, par exemple, si on a comment dire, dans le banking, il y a plein de standards, donc, et donc, on a des templates qu'on peut mettre en place. Et c'est que, par exemple, pour avoir des choses aussi simples que tous les mots de passe doivent être conformes à telle règle, telle longueur. Et donc, ça, tout de suite, on peut le vérifier et dire si c'est bon ou pas. Appliquer des patchs sur le firmware, tout le reste. Donc, le truc, c'est qu'avec PowerSC, on le voit tout de suite et on peut le faire automatiquement. On peut le faire, les mises à jour, sans... donc, en fait, ça enlève... ça fait que c'est beaucoup plus facile à gérer. Et ça fait que c'est moins chiant pour les admins de système et pour les DPA. Tu checkes la compliance, tu as toutes les CVE donc, qui sont checkés automatiquement. Ouais. Et donc, tu as les alertes qui remontent.
Ouais. Tu as aussi la surveillance de fichiers, de config critiques ou de droits sur des fichiers, par exemple. Ouais. Donc, il y a des templates déjà tout faits, et si après tu peux rajouter tes propres fichiers, en disant ce fichier-là, si quelqu'un le touche, je veux une alerte. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça, parce que donc ça facilite la sécurité. Et effectivement, on a l'encryption, on a les trusted boot, les trusted binaires, c'est des choses pour être certain que personne n'a touché, que personne n'a. Et c'est vrai que moi, là, c'est bien, j'avais eu le problème avec NIST Ouais. pour les US, parce qu'ils imposaient pour la partie finance Ouais. cette norme-là. Ouais. Toi, tu reçois la demande, il dit bon, est-ce qu'on est compliant? Oui. Tu te tapes le NIST, c'est juste imbitable, parce que le NIST, Ouais. c'est pas juste l'informatique, il y a aussi les accès, Ouais. la gestion des papiers. Enfin, Ouais. donc, déjà pour trouver le chapitre où tu dois aller et ensuite Ouais, aller ouais. commencer à regarder, wow, est-ce que tu étais compliant ou pas? C'est Oui. Ah non, mais c'est clair, hein, et ça, c'est beaucoup plus lâché. Et tu vois, vert ou en rouge, si c'est beau, c'est super rapide. Bon, effectivement, sur le, comment dire, on a l'encryption de partout. On a l'encryption qui est partout dans les chips. C'est at rest. Et après, une question de j'ai besoin de quoi? Parce que je peux avoir mes données qui sont encryptées at rest. Et c'est quoi le risque? C'est que quelqu'un va voler mes sauvegardes, c'est quelqu'un qui va voler, comment dire, si on parle d'un workload base de données, en fait, le truc, c'est que Oracle, ils vendent une solution d'encryption. Et ça va protéger les exports, fichiers export et des sauvegardes, c'est tout. Donc, nous, on peut faire ça dans le flash system. On peut le faire, comment dire, dans l'OS, parce qu'on a l'encryption au niveau de AX. Mais plus on va vers le haut, plus c'est compliqué, parce que c'est déjà encrypté, on a moins de compression, donc c'est plus coûteux. Donc, si on peut le faire dans les bas niveaux de notre part, c'est beaucoup plus simple. et en termes de perf, l'encryption hardware, c'est sans commune mesure avec les outils d'encryption logicielle. Ouais. Oui, sur le système en plus, c'est. Le client, il voulait pas qu'on fasse de l'encryption. Enfin, il disait, je veux pas que l'encryption hardware. Ils étaient sur AWS. Donc, ils nous ont dit, on va partir avec des outils Thales d'encryption. On a fait des tests parce que pour les Basana, nous, on avait un doute. On leur a dit, on va vérifier quand même. Et on l'a pas pris. C'est le jour et la nuit, quoi. T'arrives pas à travailler. Ouais. Et oui. C'est que tu as des accès importants. Ouais. C'est l'encryption en reste, en plus. Et bon, et sur les Basana, bon, il n'y a pas plus que ça, mais en fait, quand tu fais des tests avec des accès de fichiers et tout ça, ouais. Bon, il y a des écarts, c'est monstrueux. Ah ouais. Donc, effectivement, on a fait des le vol des disques ou et personne ne peut accéder. En fait, et effectivement, dans le P10, P11, il y a l'encryption de la mémoire, de plein de communications. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont essayé de faire. Le quantum, je ne sais pas si ça. Ouais, parce que effectivement, le truc, c'est que l'idée, c'est que ceux qui prenaient 1 million d'années à décrypter avant avec un ordinateur normal passent à ça, c'est la crainte. Et les Chinois, ils ont démontré, il y a le lien là, qu'avec une clé d'encryption avec 50 bits, qu'ils ont réussi à hacker ça en quelques heures avec un ordinateur quantique. Donc, ce que le NIST lui disent, c'est qu'en 2030,
données sont un peu vulnérables de ça. Donc, le gros problème, c'est que aujourd'hui, si quelqu'un prend un truc encrypté, il ne peut pas le lire. Oui. Mais s'il le prend maintenant, il le copie, il le garde, il peut le faire plus tard, quand c'est possible. Donc, c'est là où, comment dire, il y a des choses qui, c'est pas grave. C'est d'ici là, on s'en fout. Oui. C'est dans des années. Par contre, il y a d'autres données, c'est super important parce que, par exemple, comment dire, tout ce qui est médical, les records qui sont gardés, ça se garde des années. Il y a en fait tout ce qui est sur les véhicules, tout ce qui est, il y a énormément de données en fait qu'on doit garder pendant des décennies. C'est pas, il n'y a pas que des trucs où on va dire il faut qu'on garde nos factures pendant 8 ans et après on peut les supprimer. C'est comment dire, il y a beaucoup de données qu'il faut garder pendant des années et des années. Et là, c'est sur les infrastructures, sur les comment dire, sur les choses hyper importantes, les données qu'on peut récolter aujourd'hui. Et on verra dans l'avenir si on peut les décrypter. Et du coup, qu'est-ce qui est fait pour que ce soit justement quantum safe Donc, l'algo ouais. pour dire que Ouais. même quand le quantum sera disponible, plus ou moins, ça sera pas. on a changé d'algorithme. C'est le NIST, ils ont fait une compétition. IBM, ils ont fait 4 compétitions en fait. Et IBM, ils ont gagné 2 sur les 4. Non? En fait, par rapport à ce truc-là, il y avait les universités, pas mal d'universités, des boîtes, Oui, ouais. il y avait IBM aussi qui concourait. Ouais. Et donc, le NIST a certifié Quantum Safe 5 algorithmes. Et nous, Oui. sur les 5, on a participé sur 4. En fait, c'était une communauté, en fait. Hein. C'était pas Oui. que une Oui. Et donc, il y a 5 algorithmes qui ont été certifiés Quantum Safe. D'accord. Donc, c'est style, c'est mathématique à chaque fois. Donc, mais c'est juste que c'est beaucoup plus complexe qu'avant. Et donc, ça fait qu'on va passer de. Le problème, c'est que là, ils ont fait sur 58. Oui. La plupart de nos algorithmes d'encryption, c'est 128 ou 256. Donc, à chaque fois, la clé étant plus grande, en fait, on a des problèmes. On a un impact sur les perfs. Plus la clé est grande, plus il y a un impact. Donc, mais le truc, c'est que donc il fallait trouver autre chose. On ne va pas juste continuer à faire des clés. Donc, et là, il fallait des algorithmes plus complexes pour ramener ça à des millions d'années plutôt que quelques heures. Donc, l'idée, c'est pas forcément que les données, comment dire, qu'il y a un petit voyou qui va acheter un ordinateur quantique. C'est l'idée qu'il y a des États qui peuvent le faire et après, ils vont prendre plein d'informations comment dire. Et donc, c'est plutôt sécurité nationale. Hein. Du coup, là, maintenant, il va y avoir des projets parce que c'est pas parce que tu es quantum safe. Maintenant, on va se poser la question de j'encrypte et donc l'encryption adresse encore c'est local, mais tous les échanges, tout ce qui est fly, toutes les communications, il va falloir que tu commences à te poser des questions de bon, si j'utilise ce type d'algorithme pour faire l'encryption, il faut qu'en face toutes les machines avec qui je communique me comprennent parce que et donc là il va y avoir là, pour le coup il va y avoir du boulot parce qu'il va y avoir forcément des projets pour commencer à regarder si l'ensemble de mon récit arrive à communiquer en mode quantum safe. Ouais. Donc effectivement, toutes les transactions bancaires et même des mails, tout est encrypté. Donc IBM, ce standard d'algorithme quantum safe, comment dire, pour toutes les encryptions qu'on fait. Donc, après, on a le ransomware. Et ça, donc, Land Rover, ils se sont fait hacker en mois d'août. Leur système n'était pas disponible pour tout le mois de septembre.
Et ils estiment que l'impact sur l'économie anglaise, c'était plus de 1 milliard de livres pour l'année, pour la perte. Pour tous les fournisseurs, pour tout le monde, l'usine était fermée. Hein. Ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, on n'a pas énormément de, comment dire, touche du bois. C'est pas sur Power. Power, c'est, comment dire, c'est moins vulnérable. En termes de vulnérabilité, il y en a beaucoup moins que sur x86. Mais effectivement, on met en place le CyberVault avec le Power 11. Donc, l'idée, c'est que, en fait, chaque fois qu'on parle de base de données, on parle de sauvegarde des données. Et on est focalisé purement sur les sauvegardes des données. Mais là, c'est firmware, OS, binaire. C'est vraiment ce côté-là. Donc ça, c'est les sauvegardes que pour une base de données, en général, on fait une mise à jour, on le sauvegarde et c'est fini, on touche plus. Donc le truc, c'est que là, l'idée, c'est qu'on fait les sauvegardes de ce côté régulièrement, parce que si on se fait hacker, on a ce point de retour et on peut le faire assez rapidement. Donc l'idée, c'est que on les sauvegarde et on peut les tester pour voir que c'est valable. Donc par exemple, il y a la notion d'un safe room et l'idée, c'est, tu connais tout ça, ouais. Donc l'idée, c'est que on peut combiner ça avec les sauvegardes Oracle, donc on peut redémarrer les binaires, on peut voir que la base de données s'ouvre et qu'on peut tourner quelques requêtes et que tout va bien. Et bon, après, effectivement, ça, il y a un impact parce que en termes de licence, le safe room, il faut qu'il soit couvert par les licences Oracle. Mais c'est... mais évidemment, oui. Et oui. Ouais. Tu les mets dans une poule. Mais je pense que pour les bases de données, des années et des années, on s'est focalisé sur la perte des données. Donc, on fait des redo logs, on fait des transferts des logs pour avoir un minimum de perte de transactions. Et en fait, on ne regarde pas du tout ce côté-là. Donc ça, il faut que les deux soient alignés, parce que sinon, on ne restaure pas le système, quoi. Et effectivement, IBM propose de faire une audit pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Et après, les solutions sont sur le Power 11 pour le STO et Expert Labs se propose pour travailler avec les clients pour les aider de ce côté-là. Voilà. Oui, parce que sur cette solution, on s'engage, enfin, on s'engage. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on s'engage, mais Oui. à détecter une anomalie Oui. en moins d'une minute. Parce qu'en fait, c'est des analyses d'écriture sur la baie, en fait, Oui. pour détecter. Ouais. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas les algorithmes, mais. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Et donc, le truc, c'est que si quelqu'un se met sur la machine et commence à encrypter direct, effectivement, une minute, ça ne fait pas beaucoup. C'est, comment dire. Mais c'est pas, en général, c'est pas ce qu'ils font. Parce que on restaure le système 15 minutes avant. Le problème, c'est qu'ils transfèrent leur binaire et leur binaire, il reste là pendant des mois et des mois sans rien faire. Et, et après, il est dans tous les sauvegardes. Donc, effectivement, en général, la base de données, on va la sauvegarder. On fait peut-être un full toutes les semaines, incremental tous les soirs. On sauvegarde les archives, peut-être tous les 2 heures ou même à chaque fois ou tous les 15 minutes. Mais bon, le truc, c'est qu'on est tellement focalisé là-dedans, mais les binaires et tout le reste, on n'a pas le même. On ne focalise pas sur ça. Mais c'est de ce côté-là qu'il faut que c'est vraiment complexe. Oui. Effectivement, je dirais, l'idée, c'est plus ou moins,
on le voit souvent chez les clients. Ils ont un parc de serveurs qui sont, comment dire, individuels. Ils ont des bases de données qui sont là, qui tournent, qui n'utilisent pas 100% des ressources. On les met sur un power qui est plus gros, qui a plus de capacité, des partitions, et on peut tourner plein de bases de données avec une machine au lieu d'avoir plein de machines de partout. Donc, effectivement, optimiser, maximiser l'utilisation des ressources. C'est le plus gros et simplifier l'infrastructure et tout le reste. Donc, on réduit des coûts parce qu'on a moins de serveurs, on consomme moins, mais surtout, on vise à optimiser les licences des bases de données. Quand on fait des projets avec les clients sur les Oracle, en général, on parle d'une machine Power qui va coûter 100 000 et à côté, ils ont 3 millions de licences Oracle. Donc, en fait, c'est vraiment, si la machine est plus chère, c'est pas grave. C'est, comment dire, dans l'ensemble, c'est pas grave. Parce que l'économie sur les licences est tellement importante. C'est vrai. Et bon, comme c'est toujours par silo. Oui. Donc, on va. Ouais. Et effectivement, bon, on a l'innovation, donc avec plein de produits open source qui sont maintenant sur Power. Donc, mais ça, c'est depuis le Power 10. Donc, effectivement, le truc, c'est que nous, on a le core factor à 1 et eux, ils ont le 0,5 sur x86 par exemple. Donc, on a le double de nombre de licences. Mais heureusement, si on compare avec ça, c'est comparé avec c'est une étude qui a été faite avec une comparaison de Exadata X11, je crois. Et donc, on était 2 fois plus performant. Donc, et ça, c'est en RPerf. Et donc, le truc, c'est que, non, pas en RPerf, pardon, c'est un QPI. En QPI. Le truc, c'est que on regarde toujours le QPI score, mais le QPI score, c'est des process mono-threadés qui sont tournés sur la machine. Mais la puissance d'un core Power, c'est qu'on peut faire multithreadé, on peut tourner 8 choses en même temps. Donc, ça ne prend pas en compte l'architecture. C'est juste côte à côte. Donc, on dit, oui, mon vélo, il va plus vite que ton camion. OK, mais essaie de transporter 400 boîtes de 20 kilos. C'est pas la même chose. Donc, il y a le N20. Donc, ça, c'est assez important pour nous parce que, effectivement, cette garantie que la performance ne se dégrade pas quand on utilise ce sort plus fort. Bien. Et donc, là, consolidation, virtualisation, je vais couvrir après. Mais le truc qui est important, c'est qu'on fait du CPU sharing et pas du CPU mapping. Donc, c'est pas comme d'autres virtualisations où les CPU sont mappés. Et donc, Energy Efficient Mode, je ne sais pas si tu as vu ça. Hein, moi, je trouve que c'est génial parce que avant, on avait soit, comment dire, on tournait en bas régime, soit on tournait en max performance. Et donc, nous, on était toujours max performance parce qu'on voulait vraiment utiliser à fond. Mais en fait, maintenant, on a des schedules et on peut dire, OK, le week-end, je passe en économie d'énergie. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas de workload le soir, je n'ai pas de workload le week-end, donc je peux consommer 30% de moins d'énergie la nuit ou le week-end. Et donc, c'est super. Hein. C'est l'utilisateur qui doit le configurer. Donc, c'est fait avec un profil et donc en schedule. Et donc, une fois que c'est schedulé, ça fonctionne. Mais il me semble qu'il y a 3 modes. Donc, le low, le full power et un mode où la machine se débrouille, en fait. Mais donc, il y a le Decathlon. Il me semble que. Oui, il y a 3, mais je crois que c'est
c'est style max performance, low consommation ou variable. Et c'est le variable qu'on met en place. Je me rappelle plus. Parce que Ça dépend des workloads des gens, parce que tu sais, tu étais venu là au lancement du P11, il y avait Decathlon et c'était qui l'autre? C'était Crédit Agricole, je crois, je sais plus, qui avait testé. Oui, Crédit Agricole. Et bon, je crois que c'est Decathlon, il avait testé un peu tous les modes et il disait, ben, finalement, le mode où tu laisses la machine se débrouiller, c'est pas mal. Ouais. Parce que normalement, Après, c'est chacun. Je crois que c'est 30% d'énergie en moins, mais avec une perte de performance de 10% de CPU. par rapport à max performance. Donc le truc, c'est que pendant le week-end, on peut bien accepter ça, hein, et peut-être, ça dépend des clients. J'ai connu des clients où c'est, comment dire, tout le monde sort à 5 heures. Ah oui. Un peu de... Ouais. Et qu'est-ce qu'on... Alors, moi, j'ai justement, on parle de base de données. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de clients qui veulent justement dans la stratégie, comme Oracle a dit, travailler à ICQ sur le cloud. Il y en a plein qui veulent sortir d'Oracle. Postgre, et dans leur tête, Postgre, c'est x86, c'est pas Power. Oui. On m'a souvent argumenté, ouais, mais on n'est pas il n'y a pas les dernières versions, il y a toujours des problèmes de compilation et autres. Qu'est-ce qu'on peut argumenter là-dessus entre Postgre, Power versus... J'ai des slides sur ça à la fin, si tu veux. Bon, moi, comment dire, j'avais patch de nuit. J'avais 4 ans. Si chacun devrait faire ça, 16 cœurs, mais en fait, j'ai fait un pool de 6 et chacun pouvait le faire quand il. Donc, ça fait des économies. Donc, maintenant, avec des resource group, comment dire, je vais aller au suivant parce que c'est plus parlant. Donc, c'est le dispatching qui a été amélioré. Et donc, par rapport à un système avant qui était distribué de partout, on peut se focaliser sur un book, créer un resource group. On sait qu'on a l'affinité mémoire processeur et avec l'amélioration dans le dispatching, gagner 25%. Donc, ça, c'est sur les environnements qui vont avoir un EC qui est assez bas et qui vont partir chez les D'accord, l'avantage du ressource group versus le share pool, c'est qu'il va consolider tous ses cœurs au même endroit dans le même book pour avoir son affinité mémoire voilà. Processeur. C'est ça l'idée. Alors, dans le même book, ça peut... alors là, si on prend un cas de 1080 ou 1180, effectivement, comme tu peux avoir 4 books, si tu as ton share pool qui est réparti sur tes 4 books, là, il suffit que tu aies un bout de CPU qui soit de l'autre côté. Là, et la mémoire sur un autre. Du coup, ça va être compliqué, quoi. Et là, ça te permet de, effectivement, tailler ton truc pour réduire cette répartition. Et effectivement, l'idéal, c'est de ne pas dépasser un book. Et après, on peut faire des shared processor pool pour les options différentes. Par exemple, on peut en avoir un qui est pour Oracle, un autre qui est pour Oracle avec partitioning. Chez les clients, quand tu fais le partitioning, ils vont et je ne sais pas si tu utilises chez les clients, enfin, tu sais, la partie affinité, justement, merde, j'ai oublié le nom de l'outil qui te permet de recalculer et de regrouper les CPU mémoire. Il y a un tool et qui est dynamique en plus, parce qu'avant il n'était pas, mais et c'est bien de le tourner régulièrement, ce truc. Parce que si jamais, parce que tu as créé des partitions, tu les as retaillées, machin, alors des trucs, voilà, donc des trucs qui se dispersent un peu, tu le tournes régulièrement et ça vient te
pour une partition donnée, te reconsolider les longs outils. Et oui, non, mais je sais. Et ça, en fait, je pense que les clients ne le font pas assez. Et oui. Non, mais c'est clair. Hein. Et là, effectivement, ça évite ça. Bon, effectivement, le LPAR et Art Partitioning, ça c'est super important pour Oracle. Il y a beaucoup de technologies maintenant, beaucoup de choses où, pour le Zero Downtime. Donc, il y a le Zero Downtime qui vient de l'HMC, qui fait qu'on peut mettre à jour le firmware, les VIO, tout le reste sans s'arrêter. Ça, c'est bien. Il y a le Live Kernel Update où ça évite le reboot de ton serveur quand on a fait des patchs. Et c'est très bien, c'est supporté avec le base de données Oracle Standalone. Par contre, bon, il y a un freeze, il y a toujours un freeze, mais c'est beaucoup plus rapide que de faire un reboot et de arrêter et redémarrer la base de données. Par contre, il faut réfléchir à l'implication sur les licences. Parce que si on fait ça, Live Kernel Update, on a la partition qui est d'un côté, qui se déplace, qui se redémarre, et comment dire, et pendant le temps qu'il fait la migration, il y a les deux. Tu vois, si on a, oui. Et si on a 4 corps d'un côté et 4 de l'autre, bon, ben voilà, là on a utilisé 8. Donc en termes de licence Oracle, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait avant. Et j'ai discuté avec les développeurs. Effectivement, si on a un shared pool d'un côté, ce qu'on aimerait, c'est qu'il arrive dans le shared pool de l'autre côté. Donc, mais ça, c'est une amélioration. Il faut qu'on puisse préciser qu'il est pas juste dans le default. Ça, c'est une amélioration qu'on va voir. Effectivement, Live Partition Mobility, c'est problématique parce que Oracle, ils ont essayé de dire qu'il faut des licences des deux côtés, même si on n'utilise jamais des deux côtés en même temps. Mais donc, c'est un accord avec le client. Et on a on a plein de trucs Ansible maintenant pour faire toutes les opérations, même des upgrades d'Oracle avec des scripts Ansible, donc pour automatiser des choses. Donc, on a fait pas mal de travail de ce côté-là. Donc, pour Enterprise Pools, ce qui est super intéressant, c'est que, par exemple, on a des systèmes production et DDR. Et on peut les avoir dans le même pour Enterprise Pool. Et là, on peut activer 2 corps sur par exemple, sur le DR. Et on n'est pas obligé de la même time. Donc ça, c'est simple. Et c'est certifié avec Oracle. Et c'est, comment dire, et c'est complètement, Donc, c'était quoi la question? Moi, la question, c'est justement, j'ai mon pool. Oui. Par exemple, j'ai 8 cœurs de licence Oracle. Oui. J'ai un pool de 8. Ouais. Si j'active, si je fais un Power Pool, comment je justifie auprès d'Oracle comment je suis protégé envers Oracle quand je consomme au-dessus de ma licence? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est en roadmap? Est-ce que ça va arriver un jour? Le fait de dire, sur Oracle, j'ai consommé 2 cœurs pendant 2 heures. Est-ce qu'à un moment donné, ces 2 cœurs seront refacturés à Oracle quelque part Donc, ma compréhension des choses, c'est qu'il prend le maximum qui a été utilisé et ils vont dire, tu avais 8 cœurs, là, tu as utilisé 8,2, donc il faut et la delta. Mais pour le licensing, c'est le share pool qui compte. C'est la taille du share pool. Oui, mais là on parle de. Oui, mais donc ça ne change rien, ça. On va faire un rapport de Management Console qui va dire la consommation. Et Oracle, ils vont regarder le maximum. Ils vont dire il faut payer sur le maximum. Mais alors, je recommence. Ouais. Les licences Oracle, elles ne sont pas basées sur ta consommation, elles sont basées sur la taille du share pool. Mais là, c'est pas un shared pool, c'est un. Oui, donc ça n'a rien à voir. C'est des consos CPU sur la machine. Donc ça, là, on parle de PEP2.
Ouais. Ouais. C'est pas lié au share pool, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu as le share pool, mais justement, est-ce que si tu as la capacité de Non. Alors, la capacité de consommer plus sur ta machine. Non, mais ça, je sais. Par contre, mais ce que prend en compte cette consommation supplémentaire, c'est comment dire? C'est ta licence PowerVM, ta licence AX, ta licence IBM. Ça, c'est quand tu dépasses ta base, Voilà. ça, c'est quand tu décomptes de tes crédits, c'est ça. Par contre, effectivement, si ma machine ne fait tourner que du workload Oracle, que j'ai baissé ma base et que j'ai des pics de consommation sur des batchs mensuels, par exemple, parce que j'ai pas besoin, est-ce que ces pics de consommation, à un moment donné, je vais être en capacité ou Oracle prendra en compte cette facturation? Ces pics-là, tu ne pourras les avoir que si ton share pool te permet de les absorber. Je sais pas. Donc, si ton share pool te permet de les absorber, ça veut dire que de toute façon, tu vas payer la taille du share pool. C'est-à-dire que si ton besoin normal, Ouais, mais voilà. c'est 6, et que sur des clôtures mensuelles, tu as besoin de 10, oui, il faut que j'ai 10 en mémoire. Il faut que j'ai 10 en licence Oracle. c'est 10 en licence. Je veux dire, mais justement, est-ce que, comme Oracle fait du Cloud Customer aussi, où tu peux avoir les pics sont absorbés et sont payés justement de manière ponctuelle. Donc, est-ce que c'est... Alors, c'est peut-être pas prévu, c'est pas forcément... En fait, non. Pour nous, c'est per core license et c'est, comment dire, c'est peu importe la période d'utilisation. Donc, effectivement, avec les shared pools, OK, mais si tu as un shared pool sur ta prod et tu dois avoir la même taille de shared pool sur le DR, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas payer, au moins tu peux basculer en DR sans avoir besoin de payer les deux. Donc si tu fais ça, l'intérêt, ça sera de dire, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes environnements de dev sur le DR et eux, ils vont utiliser ce cœur et quand je bascule, je vire ces environnements-là parce que c'est pour la prod. Bon, mais ça peut être tout simplement que je dis aux développeurs, stop, ne touchez à rien, parce que c'est la prod qui prend la priorité. Mais j'ai déjà fait ça. Quand tu bascules sur un système en stand-by ou parce que tu fais un DR, tu payes pas, t'es pas obligé de payer 2 fois les licences quand même. Tu payes, tu payes sur le DR, oui. Non. Tu es obligé de payer. Si les partitions ne sont pas démarrées, tu payes rien. Non. Donc, si c'est démarré plus que 10 jours dans l'année, avec Oracle, tu payes. Donc, si tu as, un DR et tu envoies tes relogs régulièrement pour garder la base prête à prendre le relais, là, ça tourne. Donc, on est obligé de payer les licences. Donc, en fait, il y a plusieurs solutions différentes, mais effectivement, l'idée d'avoir un shared pool de chaque côté, c'est une possibilité. L'idée de payer que la consommation de 2 corps sur le DR et ce qu'on utilise sur la prod, ça fait partie de cet offering, mais c'est pas fait à la minute ou à l'heure, c'est fait vraiment juste. On arrive au maximum et on a utilisé maximum. Non, l'idée, enfin, chez quelques clients qui ont des infras assez conséquentes, c'est ça, c'est la prod tourne sur 2 serveurs. Il y a la moitié des licences sur un, la moitié des licences sur l'autre. Comme ça, quand il y a un achat local, et elle bascule. Avec le PEP, tu peux consommer plus. Tu as tes 8 cœurs, tu as juste à augmenter ton... Parce que tu as une intervention, tu augmentes ton share pool et toutes tes VM tournent sans contrainte. Et si tu as un PRA, comme on fait de la réplication de stockage, on redémarre les machines virtuelles de l'autre côté. Elles consomment l'ensemble des cœurs sur la machine de DR. En prod, il n'y a plus rien. Oracle le dit rien, parce qu'il n'y a pas d'instance Oracle démarrer sur la PRA. Et dans le cadre de test de PRA, justement, comme Oracle te permet de faire 10 jours par an, elles peuvent démarrer les machines virtuelles de temps en temps pour tester que la réplication se passe bien, ils font leur test, c'est bon, ça démarre, ça fonctionne très bien, puis ils les arrêtent et terminent. Ça,
Quand tu répliques par stockage, Oui, t'as pas de... oui. Oui, on n'a pas. Oui. C'est pour ça que, enfin, avec Thierry, là, on propose du VMRM aujourd'hui. Toi, tu connais. Parce qu'effectivement, tu fais ta réplication enfin, via Hyperswap et tu n'es pas emmerdé avec des histoires de licence. Par contre, si tu si es sur VMware, comment dire, Oui, tu es obligé de si tu payer. Hyperswap, tu es obligé de payer tous les corps. Les deux vCenter, ils sont connectés, je sais pas combien, et qui sont connectés au store, donc il faut payer les licences. L'ensemble du cluster. Donc effectivement, le PEP2, c'est pour 10 et pour 11, on ne peut pas mettre pour 9 dedans. Bon, je vais aller vite, hein, parce que... Donc je pense qu'on a couvert la plupart de ça. Voilà. Donc, effectivement, si on veut réduire des coûts, Power 11, c'est migration. Si on est sur Power 9, on migre sur Power 11, on va utiliser moins de licences, mais on ne va pas forcément, comment dire Oracle, on veut moins de licences. Non, généralement, les clients, ils ont acheté les licences illégalement. On peut faire tourner. Moi, je le vends plus sur dire, bah, vous pourrez mettre plus de bases de données, vous pourrez avoir plus de workloads supportés. Mais effectivement, on peut faire des économies en réduisant le nombre de machines qu'on utilise, la consommation électrique, tout le reste. Sinon, c'est des négociations avec Oracle, utiliser des services d'audit. IBM, ils supportent les vieilles versions, donc ils ont des services pour ça. Sinon, c'est je crois que le seul qui ne marche pas, c'est Microsoft, parce que le serveur, c'est normal, parce que ça tourne que sur Windows. Quasiment tout le reste, c'est là. Postgre étant le plus populaire, parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'Oracle, des transactions acides et tout le reste. Et effectivement, te rapprocher de DB, parce que DB en France, qui est bien, on a déjà beaucoup. Et c'est un peu pour ça que DB, parce que avant, on a eu des contacts avec eux il y a 10 ans, un truc comme ça. On a bossé ensemble, mais bon, eux, quelque part, ils ne voyaient pas, comment dire, ils avaient des clients qui allaient sur x86. Pour eux, ça ne les intéressait pas la machine. Ils étaient plus intéressés à connaître les clients. Et comment dire, peu importe où ça allait. C'était de vendre leur licence, pas de vendre. Parce qu'eux, ils n'appliquent pas. Ben voilà, ça. Oui. Ils n'appliquent pas de facteurs sur les licences par rapport entre le Power et XR. Ça veut dire que pour le même prix, tu as 2 fois plus de puissance. Donc ils vendaient moins de licences sur Power que sur x86. Donc c'était dans leur intérêt de... Oui, effectivement, là, ils ont fait des tests. Effectivement, moitié des corps et plus performant en utilisant le rapport. Temenos, ils ont fait. Donc, nous, on a eu Temenos pendant des années qui sont venus faire des tests sur Power. Et là, ils ont testé, ils ont fait un cluster OpenShift, ils ont installé EDB et ils ont fait des tests. Ils ont eu 4 fois la performance que sur x86. C'est une base de données en container. Pardon? Temenos, c'est quoi? Temenos, c'est une solution core banking.
Non, là, la base de données, c'est EDB. Hein. C'est EDB, D'accord, ok. ça c'est EDB. Ils ont testé leur outil, enfin leur produit en fait. Alors, Donc, Avec une base parce qu'avant, ils tournaient sur Oracle. bah, en fait, le truc, c'est qu'ils tournaient sur Oracle, ils tournaient aussi sur DB2. Mais le truc, c'est que les clients, quand ils demandaient qu'est-ce que vous voulez comme base de données, comme 90% des clients, ils étaient sur Oracle, tout le monde prenait Oracle. Et là, ils ont dit, mais en fait, on n'a pas les meilleurs perfs sur Oracle. C'était mieux sur DB2. Mais les gens, ils étaient frileux de dire il n'y a que 10% sur DB2, donc on va prendre Oracle. Donc eux, ils ont commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et ils ont testé. Donc, ils ont containerisé l'appli, ils ont mis sur EDB pour tester. Et donc, effectivement, c'est un peu voilà, les mêmes choses que sur que Oracle en Power, hein, c'est moins de vulnérabilité, comment dire, toutes les fonctionnalités qui vont bien. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a tout ce qui est compression, comment dire, encryption, la fonctionnalité qui est là dans les chips est utilisée par EDB. C'est vrai que d'être sur une machine, comment dire, enterprise, ça donne, comment dire, une robustesse pour la base de données qui est un plus. Parce que, mais bon. Voilà. Et effectivement, bon, ils n'aimeraient pas entendre ça, mais c'est 50%. Mais ils le savent. Hein, mais oui. Mais d'un autre côté, c'est des gros clients, c'est comment dire, c'est des systèmes qui vont bien. Et effectivement, il n'y a pas de problème avec des features comme Live Partition Mobility. AME, on n'utilise pas tant que ça, mais ouais. Hein? Tu l'actives toi pour tes clients qui sont en Oracle? sur des bases de dev, ouais, certains le font, mais de moins en moins, effectivement. Pourtant, je trouve que C'est étonnant parce que au prix de la mémoire, il y a un vrai gain. je sais qu'on en parle, mais les gens ils sont tous frileux. Ouais, non, mais on ne sait pas. Ben, en fait, il y a toujours le contrepartie CPU. Ouais. Bon, mais tu as l'outil qui te permet de calculer et puis tu peux ajuster à tout moment si jamais ça ne fait pas. Exactement. Et puis sur une on a démarré 12. Je ne sais pas s'ils ont testé. Et après, il y avait des SAP mais sur le Voilà, moi j'ai testé. Ouais. Ça marche pas. Je te confirme, c'est même pas la peine. Le truc qu'on crache tue la machine. au démarrage. Le gros changement. Et donc, Tieto Evry, ils ont fait beaucoup de travail sur ça, et eux, ils ont fait plus de 4 fois plus de performance de licence sur Power que sur. Tout versus Oracle, oui. C'est moins cher. Et donc, voilà. Donc, mais c'est toujours bien d'avoir d'autres qui parlent, comment dire, que IBM. Donc, je vais finir par parler brièvement sur Watson X Data. L'idée, c'est que c'est un data lakehouse, c'est-à-dire qu'on prend toutes les données non structurées et structurées, on intègre toutes les data sources et on fait un single platform où on peut faire du reporting cross partout. Et donc, moi, je vais faire la presse cet après-midi de ça. Okay. Mais effectivement, ça tourne sur Power. Ça va sortir dans le 10 décembre et ça fait qu'on peut avoir Postgre, Oracle, Sapana et on peut faire des requêtes sur les bases. On peut comment dire, faire notre data warehouse
Et tu entre peux préparer tout ça. tes données, justement, Ouais, voilà. pour l'IA. Et oui, et ça c'est ça aussi que ça fait. C'est une plateforme après qui nous aide à aller vers l'IA. C'est avec une sécurité des données et tout le reste. Mais bon. Moi, ça vient, je sais pas, tu connais BDC sur la partie SAP. C'est dans la partie RISE, maintenant, ils te présentent, ils te disent, tu as les couches applicatives. Donc, SAP, non-SAP, toutes les API à moins de SaaS. Et puis, la façon qu'ils ont de vendre, en fait, c'est que derrière, au-dessus, tu as la deuxième couche qui est data. Donc là, tu as tous les outils, pareil, pour travailler tes données, essayer d'avoir une seule version de la donnée, travailler sur tes métadatas par rapport à enrichir tes données, pouvoir mettre du texte pour leur donner un sens. Et donc après, tu as des outils de type Cloud Analytics aussi. Donc en fait, tu vas mettre des données propres pour permettre de sortir justement avec du Cloud Analytics des dashboards opérationnels ou pour la finance, par exemple. Et surtout, tu prépares toutes ces données pour que derrière, tu aies toute la partie AI, tous tes trucs qui viennent taper, qui puissent consommer ces données, parce que tu les as enrichis avec des métadonnées, avec du texte. Moi, je fais un pub parce qu'on a un event à Montpellier début décembre avec les hands-on pour les technos, plutôt AI. Ouais, j'ai une personne, Fred Jouerot, je crois, qui viendra le deuxième jour. Il est intéressé par la partie AI. Oui, d'accord. Il sera là. Super. C'est l'événement qui devait avoir lieu au mois de novembre ou octobre, je ne sais plus, qui a été décalé. Je sais pas, mais Je crois, parce que les dates, ça me parle. d'accord. Voilà. Voilà, donc Ça marche. Donc c'est tout, hein? Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Merci à vous. Ouais, plaisir. Hein. Il y a des questions. On a César. Ouais,